Retour en salle de rédaction pour la suite du 19-20. Anis Nakache est très affaibli à l'hôpital de la prison de Fresnes, mais ce n'est pas par la grève de la faim qu'il peut espérer se libérer, vient d'affirmer François Mitterrand. Un cargo panaméen prend feu hier soir au large de l'île d'Ouessant. Les 22 membres d'équipage ont été sauvés et ramenés à Brest. Mikhaïl Gorbatchev est-il vraiment aux abois face à la situation intérieure de l'URSS? Ce matin, la bourse de Tokyo semblait le croire. Enfin, 103 à 83, c'est de 20 points que les basketteurs de Limoges ont perdu hier soir à Split, en Yougoslavie, en Coupe d'Europe des Champions. Plus de peur que de mal au large de la pointe de Bretagne pour le cargo panaméen qui avait pris feu la nuit dernière. L'intervention de la Marine nationale a permis de sauver les 22 membres d'équipage. 7 marins gardés en observation. Le cargo qui transportait du soja aurait pris feu à la suite de l'explosion d'une conduite de fioul. Les faits avec Anne Gouraud. 20h30 hier soir, une conduite de fioul explose dans la salle des machines, provoquant un incendie. Un incendie qui se propage immédiatement sur le Pioneer Sea. À bord, 18 marins philippins et 4 grecs. L'équipage se réfugie à l'avant du bateau en attendant les secours. Quelque chose a explosé dans la salle des machines et nous avons eu seulement 1 minute pour partir. Impossible d'éteindre le feu. Vous avez eu peur? Non, pas peur. Parce que l'hélicoptère et de nombreux bateaux sont arrivés. Nous avons tout laissé. La chance du cargo panaméen aura été sa position dans une zone maritime très fréquentée, à 30 km seulement au large d'Ouessant. Quelques minutes après avoir lancé un SOS, un bâtiment de commerce est-allemand arrive à la rescousse et embarque 20 hommes. Les 2 derniers sont récupérés par un hélicoptère. Ce soir, 7 marins sont encore en traitement dans un caisson hyperbare à l'hôpital. Durant l'incendie, ils avaient respiré de l'oxyde de carbone. En mer, malgré les efforts des 4 bâtiments de la Marine nationale, le feu couve encore à l'intérieur du cargo, long de 139 mètres. Remorqué à l'extérieur du rail d'Ouessant, le Pioneer Sea restera au large jusqu'à ce que tout danger soit définitivement écarté. Anis Nakache ne peut pas espérer se libérer par une grève de la faim et s'il décide de mourir en prison, ce sera sous sa responsabilité. C'est François Mitterrand qui s'exprimait ainsi tout à l'heure à l'Élysée, tout en redisant que Nakache peut toujours espérer être libéré un jour. Après 4 mois de grève de la faim, Nakache a perdu 26 kilos. L'Iran a mis en garde la France sur les conséquences néfastes que pourrait engendrer sa mort. Ce que représente aujourd'hui ce détenu, réponse avec Joël Hazard. Depuis 4 mois, Anis Nakache a fixé une alternative à son destin, la liberté ou la mort. À l'origine, sa grève de la faim, entamée à la prison de Clairvaux, avait pour but de rassembler dans le même centre de détention son commando. Pour Nakache, le regroupement des combattants de l'islam arrêtés avec lui lors de la tentative d'assassinat de Chapo Bakar, un moyen de pression sur le nouveau régime iranien. Il se rappelait ainsi au bon souvenir de Rafsanjani, car le nouveau maître de l'Iran était bien déterminé à calmer les ardeurs révolutionnaires. Il a commencé l'été dernier à évincer les tenants du radicalisme islamique. C'était compté sans les menées souterraines de ses opposants. L'ancien ministre de l'Intérieur, Moutachemi, l'un des principaux acteurs dans l'affaire des otages occidentaux au Liban, a relancé les pressions pour la libération d'Anis Nakache. Pour les autorités iraniennes, l'affaire Nakache constitue donc à nouveau depuis 2 mois une affaire d'État. Menaces d'attentats, filière libanaise reconstituée, les compagnons de Nakache se mobilisent au fur et à mesure que son État empire. Et il y a 15 jours, l'ambassadeur d'Iran à Paris a dû rappeler que la libération de Nakache faisait partie des engagements de Paris dans les négociations sur les otages français. Anis Nakache ne peut espérer se libérer par une grève de la faim, disait tout à l'heure François Mitterrand. En Europe de l'Est, c'est à présent jusqu'à Moscou que se tournent les regards. Les soucis intérieurs de M. Gorbatchev sont multiples et les plus pessimistes imaginent déjà le numéro 1 soviétique aux abois. Changement de calendrier en dernière minute, annulation de rencontres à l'étranger et climat de panique cet après-midi à la bourse de Tokyo. Jean-Paul Gérois. Quand l'Union soviétique s'enrhume, les grandes places financières tous. Début de panique ce matin à la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei a plongé de 438 points, un peu plus de 1%, du jamais vu depuis l'affaissement du 16 octobre dernier. Ardents supporters de la perestroïka, les boursiers nippons se sont inquiétés des rumeurs selon lesquelles Mikhaïl Gorbatchev
aurait annulé tous ses rendez-vous pris ce mois-ci avec des hommes politiques étrangers. Le leader travailliste Neil Kinnock devait rencontrer le maître du Kremlin le 16 janvier prochain. Rendez-vous reporté. Confirmation à Moscou, c'est exact. Nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Il nécessite toute l'attention de Mikhail Gorbatchev. De fait, le numéro 1 soviétique doit s'attaquer à bras-le-corps aux problèmes d'agitation nationaliste, en tout premier lieu l'Azerbaïdjan. Depuis une semaine, des centaines de milliers de manifestants y réclament l'abolition de la frontière avec l'Iran. Les Azéris soviétiques veulent être réunis avec les Azéris iraniens dans un grand Azerbaïdjan. Aujourd'hui, un début de dialogue semble y avoir ramené le calme. Tout sera réglé comme le désirent les Azéris, a affirmé un envoyé spécial de Moscou. À voir, Gorbatchev devrait préciser ses intentions face au problème des nationalités lors d'un voyage en Lituanie la semaine prochaine. En bref, les autres nouvelles de l'étranger et encore l'Europe de l'Est, Laurence Wittmer. La ville de Kardjali, au sud de la Bulgarie, complètement paralysée aujourd'hui. Les nationalistes avaient appelé à la grève générale pour protester contre la nouvelle politique à l'égard de la minorité turque. Le nouveau régime a en effet accordé le 29 décembre dernier l'égalité des droits, ainsi que le rétablissement des noms et de la religion de cette minorité musulmane. Nouvelle tentative de paix entre l'Iran et l'Irak. Le président irakien Saddam Hussein vient de proposer à l'Iran un plan en 3 points qui prévoit l'ouverture d'un dialogue direct sous l'égide de l'ONU, l'échange immédiat de tous les prisonniers de guerre malades ou invalides, ainsi que l'ouverture des frontières pour permettre les pèlerinages sur les lieux saints des deux pays. Au Pakistan, le bilan de la catastrophe ferroviaire de Sangui ne cesse de s'alourdir. Plus de 350 morts ont d'ores et déjà été découverts dans la carcasse du train. Le Premier ministre pakistanais Benazir Bhutto n'a pas exclu qu'un acte de sabotage soit à l'origine de l'accident. Manuel Antonio Noriega veut être considéré comme un prisonnier politique. L'ancien homme fort du Panama, qui a été officiellement inculpé de complicité et de trafic de drogue, ne reconnaît pas la compétence du tribunal américain devant lequel il comparaît. Il restera néanmoins en détention préventive jusqu'à son procès, prévu dans un délai de 9 mois. Demain soir, 69 enfants roumains atterriront à Orly. Leurs parents adoptifs français seront partis les chercher le matin même à bord d'un avion spécialement affrété par le Quai d'Orsay pour cet aller-retour que les familles françaises attendaient depuis plus de 2 ans. Cérémonie de vœux à répétition aujourd'hui pour François Mitterrand. Le président de la République a reçu les représentants de l'Assemblée nationale et des forces vives de la nation, c'est-à-dire les syndicats et les associations, entre autres. Compte rendu avec Éric Pirot. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Des progrès ont certes été accomplis en matière économique et sociale lors de l'année 89. Près de 4 points de croissance, 350 000 emplois créés. Mais pour François Mitterrand, on est encore loin du compte. Aussi, le président de la République a-t-il invité les responsables syndicaux à ne pas céder à la force de l'habitude. Et puis, la responsabilité qui est la nôtre, la vôtre, la mienne, ça ressemble à l'un des vieux métiers, je crois, qui est pratiqué dans nos villages, qui consiste à repriser tous les jours le travail entrepris la veille. Parce qu'il y a toujours un fil qui part. Repriser le corps social de la nation en essayant de venir à bout de cette maladie si dramatique que constitue le chômage et venir en aide à ceux qui souffrent le plus des inégalités, tels sont les vœux formulés par François Mitterrand pour l'année 90. Jacques Chirac, de son côté, aime rappeler, je crois, ce que disait sa grand-mère. Dans la vie, il faut repriser les bas et puis mépriser les hauts. Comme un implant sur le crâne d'un chauve, eh bien l'actualité va parfois plonger très loin ses racines. Ainsi, le reportage que Sylvie Bosquiero vient de nous faire parvenir de Lyon. Oui, voici en effet l'histoire de 5 avocats partis en guerre contre les journaux gratuits qui nous envahissent chaque jour. Ils ont très sérieusement saisi le tribunal de grande instance de Lyon. Regardez leur reportage. Vous avez le temps de la finance. Oui. Est-ce que c'est un journal qui se vend bien? Pas trop. Qu'à cela ne tienne, la société NCM Communication, qui détient le Temps de la Finance et Business Bourse, deux journaux financiers, semble concevoir la presse comme une œuvre philanthropique. Si les lecteurs ne viennent pas au journal, le journal, tel le Lagardère de base, va à eux. Un cabinet d'avocats lyonnais se trouve ainsi inondé chaque matin depuis 4 mois de 16 exemplaires pour lesquels ils n'ont jamais pris d'abonnement et qu'ils ne veulent pas lire. Nous avons refusé de nous abonner et nous avons en plus refusé de recevoir ces exemplaires.
Nous avons fait une lettre recommandée de mise en demeure de faire cesser ces expéditions. Et pour réponse, nous avons reçu une lettre nous informant le 14 décembre 1989 que le temps de la finance mettrait en 1990 les bouchées doubles, c'est-à-dire que nous recevrions chaque jour 32 exemplaires au lieu de 16. Nous avons reçu ensuite, le 20 décembre, une lettre nous informant que nous étions désormais membres fondateurs et par la même occasion, nous avons reçu 30 exemplaires. Face au risque d'explosion de leur boîte aux lettres et à l'obstination des deux titres, les avocats lyonnais ont les nerfs qui lâchent. C'est le juge des référés désormais chargé de l'affaire qui devra convaincre l'éditeur de cesser ce harcèlement postal, à moins qu'en guise d'excuse, les avocats se voient offrir un abonnement à vie. D'autres informations à retenir en France, des images qui nous parviennent, vous le savez, des 25 stations régionales de l'A3. Commentaire ce soir de Sophie Guillot. Nouvelle alerte à la pollution à Lyon depuis ce matin. Le taux de dioxyde de soufre dans l'atmosphère a 7 fois encore dépassé le seuil toléré. Un arrêté préfectoral a été pris pour obliger les 18 entreprises les plus polluantes de la ville à utiliser un fioul moins toxique jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Un geyser de kérosène, voilà ce qu'on a pu voir ce matin à Rémilly en Moselle. C'est un coup de pelleteuse malheureux qui est à l'origine de l'accident. Par chance, l'oléoduc touché n'était pas en service à ce moment-là, ce qui a limité les dégâts. Mais le propriétaire du terrain va devoir s'expliquer. Il a en effet fait effectuer des travaux de terrassement sans prendre toutes les précautions nécessaires, ni avertir la municipalité. Bonne nouvelle pour les conchiliculteurs de l'étang de Thau, l'aide promise par l'État leur sera versée très rapidement. C'est ce qu'a confirmé le chef du cabinet du ministre de la Mer qui rencontrait aujourd'hui des élus locaux et des représentants de la profession. Dès lundi, des formulaires d'indemnisation seront disponibles et les versements pourraient commencer dans une semaine. Un mot de sport. Hier soir à Split, en Yougoslavie, les basketteurs limougeaux sont véritablement retombés sur terre. Ils ont concédé 20 points aux champions d'Europe en titre. Malgré cette défaite, le CSP Limoges garde toutes ses chances de disputer les demi-finales. Limoges recevra d'ailleurs jeudi prochain les Grecs de l'Aris de Salonique. Jean-Philippe Guillen. Fin de match catastrophique de Limoges dans la salle des champions d'Europe. Les Yougoslaves de Split, jusque-là bien muselés par les Français, en profitent pour faire passer le compteur à +20 en leur faveur. Les contre-attaques assassines se succèdent. Limoges explose devant la classe et la complémentarité de Yougoplastika. On a certes craqué en début de deuxième mi-temps, dû aussi à une préparation très perturbée, puisque pendant 20 jours, on n'a pas fait de match dur, on n'a pas fait de match difficile, alors que Split était au tournoi de Madrid, on livrait 3 matchs durs. Alors c'est certain qu'en deuxième mi-temps, les joueurs ont craqué, parce qu'on perdait les automatismes, on perdait la condition physique. Et pourtant, les Verts, emmenés par Demori et Dakouri, sont accrédités d'une superbe première mi-temps. Mais les remplaçants yougoslaves, auteurs hier de 32 points, sont bien supérieurs au banc de Limoges. Score final 103-83, 20 points représentatifs de la domination yougoslave. La série de 29 victoires consécutives pour les Verts est terminée. Split, emmené par l'irrésistible Toni Kukoc, à la technique parfaite, fait figure de grand favori pour le titre de champion d'Europe des clubs. Ce soir sur la chaîne, superbe soirée, 20h35, la mer monte comme tous les vendredis. Thalassa nous emmènera dans l'archipel des Nouvelles Hébrides, aujourd'hui le Vanuatu. 22h30, votre prochain rendez-vous avec l'information. Soir 3 sera présenté par Maggie Gilbert. 22h55, la soirée commune Antenne 2 FR3. 2 heures de direct pour fêter les 15 ans d'existence des deux chaînes du service public. 15 ans de fiançailles, puisque maintenant nous sommes mariés. Oui, nous avons un même président. Voilà, cette édition du 19-20 se termine. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Michel Touret. À demain, Laurence. Excellente soirée, à demain. Au revoir.